on a un accueil à 2 voix. Donc on va commencer par donc l'agence de l'eau qui va se présenter et qu'on remercie. Et puis Florian Gamet pour Union Biosemence, mais qui arrive bientôt parce qu'il a loupé son train, donc il est dans le train suivant. Mais il va arriver d'ici 5 minutes, donc ça sera bon. Donc je laisse la parole à Jean-Baptiste. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Révillon, je suis responsable du service, d'un des 3 services investissement de la direction territoriale Seine-Francilienne de l'agence de l'eau. Donc l'agence de l'eau, c'est ce qu'on appelle une agence de bassin, anciennement financière de bassin, puisque c'est un acteur qui soutient les projets dans le domaine de l'eau, de l'amélioration de sa qualité, l'amélioration des traitements des eaux usées, de la restauration des milieux aquatiques, des rivières, des eaux souterraines. Et on est organisé donc par grands bassins hydrographiques. Il y en a 6 sur le territoire métropolitain. Et chez nous, on est organisé en 6 directions territoriales, peu ou prou sur des limites hydrographiques également. Et donc moi, je représente Seine-Francilienne, donc qui est au centre, qui correspond à la région Île-de-France. Donc ces missions, c'est de financer et d'accompagner donc les projets qui améliorent la qualité de la ressource en eau. Et ces moyens, c'est les redevances. Les redevances d'une part, donc, qui sont prélevées sur la consommation d'eau et sur les pollutions, et sur les aides. C'est-à-dire qu'avec ces redevances, on attribue des aides, des subventions, des avances, voilà, dans les différents domaines que j'ai cités très brièvement. Alors, pourquoi on a soutenu et on soutient ce projet d'Union Biosemence? Tout simplement parce que le constat est pas très réjouissant pour ce qui est de la qualité des eaux sur le bassin Seine-Normandie et sur la région Île-de-France en particulier. Puisqu'on voit que 42% des eaux souterraines sont polluées par les nitrates et 61% par les pesticides. Et c'est un constat qui n'a pas véritablement évolué entre 2019 et 2025, qui est la mise à jour de l'état des lieux. Des eaux. Et donc ça, c'est la carte de gauche, c'est l'état chimique des masses d'eau souterraines. Vous voyez, c'est plutôt rouge. Rouge, c'est médiocre. Et en vert, c'est bon. Et à droite, c'est la carte des masses d'eau superficielles 2022. Donc avec de la même manière, il y a plus de nuances de couleurs, mais grosso modo, en vert, c'est le bon état. En bleu, c'est le très bon état, on n'en voit pas beaucoup. Puis en jaune, c'est l'état moyen, orange médiocre et rouge mauvais. Donc voilà, je vous laisse lire les sources de déclassement des eaux superficielles, mais grosso modo, ce qui impacte le plus l'état écologique des cours d'eau en particulier, si on parle que des cours d'eau, c'est l'hydromorphologie. Donc grosso modo, c'est la forme plus ou moins naturelle, et en l'occurrence artificialisée, des cours d'eau dans un premier lieu et dans un premier temps. Et puis deuxièmement, c'est les pollutions diffuses issues des pesticides et des nitrates. Donc avec pour conséquence des fermetures de captage. Donc ça, c'est quelque chose qui nous concerne tout particulièrement, Agence de l'eau. Une fermeture de captage, c'est un constat d'échec. Et donc sur le bassin, c'est 20% des captages qui ont été fermés entre 1996 et 2020. En Île-de-France, ça représente 14 captages sur 89. Donc c'est pas beaucoup depuis 2015. Enfin, c'est beaucoup, mais sur peu de captages. Donc c'est très important pour des raisons liées aux nitrates ou aux pesticides. Pour pallier à ce constat, le comité de bassin, avec l'aide de l'agence de l'eau en tant que secrétaire de rédaction du comité de bassin, ont élaboré le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui est notre grand plan de gestion. Et chaque bassin français a son plan de gestion et son SDAGE.
et dans lequel l'orientation fondamentale numéro 2, qui vient un peu comme dans l'ordre de priorité que j'ai cité précédemment, après l'hydromorphologie des cours d'eau, la réduction des pollutions diffuses, qui passe par la protection des aires d'alimentation de captage d'une part, captage d'alimentation en eau potable, en mobilisant les outils qui sont à notre disposition à chaque niveau pour protéger ces AAC. Ça passe par l'animation, ça passe par les plans d'action, ça passe par les indemnisations diverses et variées, que ce soit les... Il me reste 2 minutes, ok. Les PSE, les MAEC ou autres. L'objectif dans ce stage est d'obtenir 50% des surfaces d'aires d'alimentation de captage avec des cultures à bas niveau d'intrants, dont la baie fait partie. Cet objectif, il doit être impulsé par les collectivités qui sont les gestionnaires de l'alimentation en eau potable et impulser notamment la structuration de ces filières BNI. Ça passe aussi par la réduction des pollutions diffuses à l'échelle du bassin versant et pas seulement de l'aire d'alimentation de captage, notamment par la réduction des flux de nitrates dont les concentrations sont très importantes et la trajectoire de réduction est ambitieuse à l'horizon 2027, 2033, 2039, etc., les différents cycles des plans de gestion. Voilà, et puis participer aussi à cette réduction des pollutions diffuses par la réduction du ruissellement et de l'érosion des sols en préservant les éléments fixes du paysage, à savoir les haies, fascines et autres dispositifs. Voilà, une petite photographie de l'Île-de-France. En bleu, c'est les aires d'alimentation de captage. Donc ça représente un peu moins de la moitié du territoire. Et puis en vert, donc c'est la surface en agriculture biologique. Donc c'est 50% des fermes bio qui se trouvent sur une AAC, soit à peu près 377 fermes. Et on a presque 7% de la SAU totale francilienne qui est en bio, contre 10,7 en moyenne sur le territoire français. Donc on n'est pas les meilleurs élèves en la matière, mais voilà, on voit que quand même il y a du travail pour couvrir le bleu de vert ou de BNI, enfin voilà. Donc le contexte de l'étude, c'est que pour faire émerger des projets innovants voilà, dans la transition agricole, l'agence a proposé un appel à projet en 2001 pour une agriculture qui s'adapte au changement climatique et voilà, qui se décline sous différents axes, et notamment développer des activités agricoles économes en eau et à bas niveau d'intrants. Et donc le projet a aidé pour faire face aux effets du changement climatique qui se font déjà sentir. Ubios, Cosebi, Biocer et la ferme d'Orvilliers ont proposé de développer des modèles agricoles en capacité de s'adapter à ces évolutions tout en cherchant à atténuer l'impact de leurs activités sur l'environnement, dont la ressource et sa gestion en travaillant sur la sélection variétale. Donc l'agence a apporté 217 516 € sur ce projet. L'intérêt pour l'agence étant de maintenir et de développer des surfaces en agriculture biologique sur le bassin Seine-Normandie, bénéfique à la protection de la ressource et de la biodiversité. Voilà, et de soutenir une adaptation de l'agriculture aux effets du changement climatique en s'appuyant sur la diversité variétale, permettant de réduire son impact sur la ressource. Voilà, je vous remercie. Eh bien, bienvenue à cette journée. Je vous accueille en tant qu'ex-président de Union Biosemences et président de Cosebi, qui est une des deux coopératives bourguignonnes qui porte cette union. On est forcément engagé dans ces questionnements-là concernant le changement climatique, mais aujourd'hui, les challenges, ils se multiplient. Ils sont chacun plus haut les uns que les autres au fil des années qui passent. Et pour nous, ça dépasse largement la question du simple changement climatique, j'allais dire, que de travailler sur la question des semences, même si déjà ça nous
préoccupe beaucoup. Il faut penser à un modèle d'agriculture qui va être capable de faire face à des enjeux de ressources en moins, de faire mieux avec moins, de concevoir des structures économiques, un tissu économique avec des transformateurs, des distributeurs et puis des gens au bout qui consomment, qui fonctionnent avec ce qu'on conçoit comme système de production. Tout ça nous met en face d'enjeux qui sont apparemment énormes, mais qui finalement se répondent les uns les autres. On parle toujours à peu près de la même chose. Alors, à l'heure où on fait cette réunion, forcément, l'actualité, tout ça, ça questionne un peu sur notre capacité à faire. Mais quand je vois qu'avec nos petits bras, c'est ce que me disait Vincent tout de suite, on est des agriculteurs avec des petits bras dans une région qui n'est pas forcément celle qui est la plus productive du monde. Mais malgré tout, on arrive à se rassembler ici. J'ai vu 80 inscrits. J'ai vu des entreprises d'une belle diversité de secteurs autour de l'agriculture. Je pense que ça veut dire qu'on est dans le juste. Et que les pistes, si on ne les connaît pas toujours bien, si ça paraît un peu flou, si les challenges paraissent un peu hauts, néanmoins, apparemment, on est tous d'accord pour dire qu'il faut y aller. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de l'agriculture biologique, parce qu'on y croit, pas seulement pour le joli petit papillon qui passe au-dessus du champ de blé, mais parce qu'on pense que c'est la seule qui est capable demain de nourrir dans une souveraineté alimentaire qui marche et qui contribue à un tissu fonctionnel. Maintenant, il nous faut des outils pour le faire, et la question de la semence est un des pivots. Donc, quand on travaille autour de ces questions-là, on se rend vite compte que finalement, on est héritier de trésors divers et variés pour avancer. Mais ces trésors, est-ce qu'ils sont mobilisés? Est-ce qu'ils sont orientés avec une vision claire? Donc là, aujourd'hui, on fait le bilan d'un travail sur plusieurs années sur cette vision. Et puis après, on va voir que ça ouvre des portes au fond de l'impasse. Maintenant, il faut la franchir, la porte. Donc on a très envie d'y aller avec vous. Et j'ai plus que 2 minutes, mais c'est bon, c'est fait. Merci à vous tous d'être venus. Ok, et donc du coup je vous propose d'avancer en commençant la première séquence qui va nous donner le panorama général de ce qui peut influencer le monde agricole. Voilà, donc je laisse la parole à François qui va se présenter. Oui, celle de droite. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis François Mercier, je suis salarié d'une association qui s'appelle Arceau Île-de-France, qui est une association qui fait le lien entre le monde académique, les opérationnels du monde de l'eau et les élus du territoire pour aboutir à une gestion plus raisonnable et intégrée de la ressource en eau. Et cette association anime une cellule qui est un peu particulière, qui est la cellule transfert de connaissances du PIRENSEN, que je vais vous présenter un petit peu plus ce que c'est que le PIRENSEN, juste maintenant. Et je vais vous détailler un petit peu les travaux. Donc c'est un programme de recherche scientifique qui est financé en partie par l'Agence de l'eau et dont l'Agence de l'eau est un partenaire extrêmement important pour nous. Donc je vous remercie encore pour votre soutien depuis 1989. Et je vais vous parler un petit peu donc, des travaux qui portent sur les trajectoires hydrologiques du bassin de la Seine et les effets du changement climatique d'un point de vue hydrogéologique. Alors comme je n'ai que 15 minutes et que c'est normalement des rapports entiers et tout, ça va être très très condensé. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour cet exercice. Donc, comme je l'ai dit, petit mot sur le PIRENSEN. Donc, c'est 35 ans de recherche interdisciplinaire qui se base donc à la fois sur une grande quantité de disciplines différentes, donc de la microbiologie, de l'hydrochimie, de l'hydrogéologie, de la biochimie, etc. Une méthodologie qui couple de l'expérimentation, de la reconstitution, de la modélisation, et puis ensuite qui aboutit à des scénarisations pour voir un petit peu quels sont les futurs possibles qui peuvent arriver en fonction des différentes trajectoires, et un partenariat très fort donc, entre les scientifiques et les partenaires, partenariat aussi bien en recherche de terrain qu'en partage de données, puisqu'il faut savoir qu'on utilise énormément de données de la part de nos partenaires
pour pouvoir justement réaliser ces travaux. Et un gros parti de mise à disposition des résultats. Donc ça, je vous le rappellerai à la fin. Tout ce que je vous dis là est accessible en ligne gratuitement sur le site du Pirensen dans le détail. C'est donc une explosion des différentes thématiques de recherche au fur et à mesure du temps et une explosion également des modèles qui permettent de mieux simuler, mieux comprendre ce socio-hydrosystème qui est le bassin versant de la Seine. Alors, pourquoi l'étude qualitative et quantitative de la ressource en eau? Qu'est-ce que c'est au Pirensen? Donc, c'est depuis le début un élément central de notre recherche, avec notamment 2 masses d'eau étudiées, donc les eaux de surface, mais également les eaux souterraines, puisque les deux communiquent et sont interdépendantes fortement, avec comme principale préoccupation l'eau pour le futur, en termes de disponibilité et en termes de qualité. Et donc ça mobilise énormément de travaux au sein du Pirensen. Ah, c'est beaucoup mieux si je parle plus fort. Et l'objectif, l'un des objectifs du programme, c'est scénariser des futurs en tenant compte des changements hydroclimatiques, des pratiques et des usages de l'eau. Et cet exercice de projection se fait à une échelle aux alentours de 2050-2100. Pourquoi? Parce que, on le voit, ça a été un peu abordé, il y a de plus en plus d'usages autour de l'eau qui vont avec une augmentation continue de la population, qui va exercer une pression de plus en plus forte, ne serait-ce qu'en alimentation en eau potable ou même avec des nouveaux usages comme la baignade. Il y a des découvertes de plus en plus fines qui se font dans des domaines de santé, on détecte de nouvelles molécules, on se rend compte qu'il y a des effets nouveaux et donc qui vont impliquer une meilleure connaissance de ces interactions et des meilleures compétences pour pouvoir les analyser. Les nouveaux usages, comme je vous l'ai dit, les baignades, les zones de biodiversité, les eaux de fraîcheur, vont nécessiter des gestions multi-acteurs et donc il y a un besoin de se projeter à assez court terme. Donc 2050, c'est quand même demain, c'est que dans 25 ans. Et il faut aussi anticiper des changements dans les habitudes et les attentes des consommateurs. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu quelques exemples d'usage de l'eau qu'on n'a pas forcément tendance à penser, mais il y a bien entendu l'énergie. Il faut de l'eau pour refroidir la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Il y a toute l'activité industrielle, les transports de navigation et puis bien entendu les... Ah, il y a eu un petit saut, c'est pas un barrage éclusé ici, c'est un champ. Et bien entendu, l'agriculture. Le bassin de la Seine, c'est un bassin à vocation agricole. Je pense que je ne vous apprends rien du tout. Comme vous pouvez le voir ici sur cette répartition, on voit que tout le pourtour autour de l'agglomération parisienne est principalement occupé par des sols agricoles. Et historiquement, cela répond à une demande, des politiques publiques pour alimenter l'agglomération parisienne principalement. Elle s'est donc, comme je l'ai dit, développée pour la demande parisienne, avec une intensification à partir des années 60, et où il y a eu également une intensification des exportations hors du bassin vers une agriculture mondialisée. Je vous mets une petite frise qui avait été réalisée pour l'une des fiches de synthèse que nous avons réalisées, où vous pouvez voir l'évolution en fait des grands types de pratiques agricoles au fur et à mesure du temps, avec les grandes lois françaises en bleu et européennes en violet, qui vous permettent de voir un petit peu comment on passe plutôt de quelque chose qui est polyculture élevage à des cultures de plus en plus spécialisées et des élevages extrêmement intensifs et des grandes cultures intensives. Donc il y a eu une véritable progression suite à des politiques publiques très fortes pour changer totalement le type de pratique. Et donc voilà, le bassin est spécialisé dans des grandes cultures, fertilisées par des engrais synthétiques qui sont largement importés, puis ces productions sont largement exportées, ne sont plus dans une économie circulaire. Et bien entendu, on l'a vu dans l'état des lieux, le surplus d'azote finit dans les eaux. Alors moi, c'est les chiffres que j'avais retrouvés dans l'agriculture en Ile-de-France. C'est quand même une énorme part du territoire qui est occupée par l'agriculture. Donc c'est un enjeu majeur de savoir un petit peu quel va être l'impact du changement climatique sur cette activité économique. D'où cette question, avec un focus principalement sur les eaux souterraines et sur la pluie. Quels effets du changement climatique sur la ressource en eau ? La première chose qu'il faut faire, ça a été de se poser sur quel scénario se baser. Le Pirensen a décidé de se baser sur des scénarios du GIEC, qui sont mondialement reconnus comme étant de qualité, et du coup, de reprendre un petit peu les derniers exercices du GIEC selon ces fameux scénarios SSP1, 1.9, etc. Je ne vais pas tous les faire, sinon j'ai déjà perdu tout mon temps de présentation à les épeler. Et l'exercice du Pirensen a été de sélectionner
3 scénarios qui sont les scénarios suivants. Donc le scénario rouge-brun ici, le 8 points simple, et pour éviter de bafouiller toutes les 30 secondes, je vais l'appeler le pétrole. C'est en gros un scénario où on va faire que l'activité, enfin on va faire un comparatif, mais disons que tout le monde devient des Trump et tout le monde veut utiliser que le pétrole et les énergies fossiles. Et donc on se dirige vers un réchauffement proche des 5 degrés. Un scénario qui est tendance actuelle probable. Alors bon, la tendance a l'air de bouger à nouveau, donc on va quand même dire que c'est la tendance actuelle probable, mais un scénario donc 4.5 qui contient le réchauffement entre 2,5 et 3 degrés à l'échelle planétaire. Et un scénario 2.6 qui est le scénario bleu ici, qui est un scénario qui est proche des mesures prises par les accords de Paris. Donc ce n'est pas les accords de Paris étaient plus ambitieux, mais c'est un scénario qui reste ambitieux par rapport à la tendance actuelle, où l'on maintient le réchauffement plutôt entre 1,5 et 2 degrés. Et à partir de ces scénarios-là, les travaux du Pirenne, enfin l'un des grands exercices du Pirenne-Seine lors de des dernières décennies, a été de régionaliser ces scénarios mondiaux à l'échelle du bassin versant de la Seine. Donc ce que je vais vous présenter a été vraiment adapté à l'échelle du bassin versant de la Seine. Et pour cela, ils ont utilisé 4 modèles. C'est pareil, ces 4 modèles-là, ce sont des modèles qui sont issus des exercices du GIEC. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui ont suivi tout un processus de sélection pour coller au mieux aux variables d'intérêt du bassin versant. Et chacun de ces modèles a soit une trajectoire plutôt sèche, soit une trajectoire plutôt humide. Voilà, pour essayer de diversifier le plus possible les panels. Ce que je vous présente ici, c'est issu d'une précédente modélisation, mais qui est valable, on va dire, pour le reste. Donc c'est dans le cas du scénario du pire, c'est le nombre de jours où la température va se dépasser les 30 degrés. C'est l'augmentation du nombre de jours où il fera plus de 30 degrés par rapport à l'actuel. Autrement dit, si vous êtes en vert, ça va, il fera à peu près le même nombre de jours où il fait plus de 30 degrés. Par contre, si vous êtes en rouge, ça veut dire que par an, vous pouvez dépasser plus de 30 jours où il fera plus de 30 degrés. Autrement dit, par exemple, sur toute cette face-là du bassin de la Seine, donc plutôt la partie amont, on peut observer une augmentation du nombre de jours où il fera plus de 30 degrés à l'horizon 2050, puisque c'est sur une période 2041-2060. Et ça, ce qui est important à retenir, c'est que quels que soient les modèles et quels que soient les scénarios utilisés, du plus optimiste au plus pessimiste, on peut anticiper des gelées stables ou moins fréquentes et une augmentation importante des jours à plus de 30 degrés, entre plus 15 et plus 32 par jour, par exemple à Paris. Et donc ça, c'est quels que soient les modèles et quels que soient les scénarios. Alors bien entendu, tout n'est pas de la même sévérité. Hein, bien entendu, si on se fait des efforts, il y aura moins de jours aussi chauds, mais c'est une tendance. En ce qui concerne l'évolution des précipitations, donc c'est pareil, là vous avez une évolution, là c'est les courbes de pluie en hiver et les courbes de pluie en été. Donc je vous ai mis en jaune, c'est le scénario proche Paris, en rouge c'est le probable et en marron le pétrole. Et ce que l'on voit, c'est que globalement, l'hiver, une augmentation des précipitations, peu importe le scénario, et une diminution des précipitations en été, peu importe les scénarios. Et ça, ce sont les points importants à retenir. C'est qu'une fois de plus, quel que soit le modèle, quel que soit le scénario, on observe une tendance à une augmentation des précipitations en hiver et une baisse des précipitations en été, plus ou moins sévère selon les scénarios. Alors ça semble un peu catastrophique, mais j'ai des bonnes nouvelles après quand même. Ça, c'est une carte qui représente... Alors elle a l'air très compliquée, mais en fait ce qu'il faut retenir, c'est une carte moyenne des hauteurs de nappes, donc des nappes souterraines qui a été calculée pour la période 2003-2020, qui sert de référence pour savoir quelle va être l'évolution de la hauteur des nappes selon ces différents scénarios. Et si je prends toujours, selon le modèle MIROC 5 et le scénario du pire, en 1925, par rapport à l'actuel, par rapport à la carte que je vous ai présentée en moyenne, il y avait plus 2,8 mètres d'eau dans les nappes. En 2050, on a en moyenne moins 3 mètres. Donc ça veut dire que dans 25 ans, on peut anticiper en moyenne une diminution de 3 mètres du niveau des nappes, avec des endroits où il y a des très 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 fortes baisses. On voit qu'ici, par exemple, on peut atteindre moins 10 mètres par rapport à l'actuel.
Et on voit par contre qu'en 2100, on regagne 0,7 mètres. Alors on pourrait se dire, c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. En fait, ça, c'est plutôt bien dans l'absolu, mais ça ne tient pas compte du changement hydrologique et de pluviométrie, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'avec surtout des fortes périodes de sécheresse et des potentiels risques d'inondation, des grosses pluies hivernales l'été. Donc il y aura sûrement, même si ça semble positif au niveau des nappes, sûrement des événements extrêmes beaucoup plus marqués, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc un changement du régime hydrologique très fort. La bonne nouvelle, c'est que dans le cas du scénario proche Paris, on maintient la situation à l'actuelle. Donc tout n'est pas foutu. On peut encore réussir à limiter la casse. Donc limiter la casse, ça veut dire voilà, il faut essayer de faire des politiques environnementales fortes qui vont dans ce cas de proche Paris. Un exemple concret du changement climatique, je ne vous le détaille pas complètement, mais la tempête Kirk d'octobre 2024, et c'est parfait, il me reste 2 minutes, je vais aller vite, qui est un effet direct du changement climatique avec des vents violents, des rafales allant jusqu'à 120 km/h, des pluies abondantes. J'ai vu qu'il y avait 1 mois de précipitations qui étaient tombées en 2 jours, qui a donc entraîné des crues très importantes et d'énormes dégâts partout sur le territoire du bassin versant de la Seine, notamment en Seine-et-Marne, les Yvelines et l'Essonne. Et si on se rappelle, ce sont des territoires agricoles qui ont énormément souffert. Quelles conséquences du coup pour l'agriculture ? Du coup, l'été, on peut anticiper moins d'eau disponible et plus de jours de forte chaleur, avec des nappes avec un faible niveau d'eau, donc un risque accru de sécheresse. Et l'hiver, des tempêtes hivernales et des fortes précipitations, avec donc des risques de dégâts en raison de crues récurrentes sur les cultures, avec asphyxiation du sol, acidification, bref, merci. Il ne peut plus respirer, ce sera plus simple. Et des risques de crues qui vont entraîner des débordements, des dégâts de matériel également, les machines ne peuvent plus récolter, etc. etc. Ça, c'est les points importants. L'autre point important sur lequel je veux venir, c'est que chacun de ces modèles est équiprobable. Il a autant de chances d'arriver qu'un autre. Donc on a encore la possibilité d'agir. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que même si on anticipe des tempêtes hivernales, des fortes précipitations, on a encore aujourd'hui des incertitudes sur la caractérisation de ces événements extrêmes et surtout sur leur temporalité. Est-ce qu'on va avoir chaque hiver des grosses pluies et du coup ça rechargera les nappes donc tout va bien ? Ou est-ce qu'on peut enchaîner 3, 4, 5 ans de sécheresse hivernale suivies de sécheresse l'été ? Et dans ce cas-là, on se retrouve dans des situations complètement critiques. Ça, ce sont des choses qu'il faut encore arriver à bien caractériser pour ça. Et donc, du coup, c'est ce que je disais, affiner ces trajectoires hydrologiques sur le long terme, puisque, bien entendu, ce sont des modèles qui ont leurs incertitudes, qui sont des incertitudes propres à la modélisation climatique. Vous le savez, la météo à 10 jours peut changer énormément. Donc là, en plus des régionalisations à cette échelle-là, il faut prendre des pincettes. Mais on voit quand même une tendance forte, voire très forte, à des événements de plus en plus extrêmes arriver et parfois des enchaînements de grosses tempêtes ou alors de grosses sécheresses. Je vous remercie pour votre attention et je vous reprécise, donc tout est sur le site du piretsen.fr, donc tous les rapports, etc. Et si vous souhaitez des choses en particulier, n'hésitez pas à me demander par mail, je vous les transmettrai. Merci. Merci François. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les garder parce qu'on va enchaîner avec la présentation de Caroline et on prendra un temps d'échange pour les 2 présentations à la suite. Caroline, voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, je suis Caroline Gilbert, je suis responsable de l'activité agroécologie biodiversité à Sol Agro, qui est une entreprise associative qui travaille sur les transitions agroécologiques, alimentaires, énergétique et climatique. Le propos en fait de ma présentation, ça va être vraiment d'essayer d'identifier quels sont les leviers pour l'adaptation de l'agriculture et de nos systèmes agroalimentaires au changement climatique, donc avec l'apport des prospectives notamment. Donc je vais revenir un tout petit peu sur les principales vulnérabilités actuelles qu'on a pu voir au cours des 2 précédentes présentations et présenter justement quelles vont être les vulnérabilités futures pour les principales filières, on va dire, végétales, mais vous verrez qu'il y a aussi les animaux qui sont intégrés dedans.
si on ne s'adapte pas, quoi, si on fait business as usual. Et du coup, ensuite, je vous proposerai de regarder justement quel est l'apport de ces prospectives avec un zoom sur 2 leviers majeurs. Donc, on en a parlé aussi. Le fait de massifier l'agriculture biologique et d'activer fortement le levier de la diversification, donc à la fois dans nos assiettes, à l'échelle de nos paysages, de nos systèmes de culture, et aussi, ce qui nous concerne plus proprement aujourd'hui, tout ce qui va être mélange spécifique et mélange variétaux. Et l'importance de l'aval dans cette diversification, et sous-entendu des consommateurs, bien évidemment. Donc ici, c'est une petite figure pour vous présenter finalement quelle est la synthèse de la vulnérabilité actuelle à l'échelle de la France métropolitaine sur les principales filières. Donc vous allez retrouver les filières céréales à paille ici, tout ce qui va être culture d'été ici, peut-être que je peux pointer, voilà, ce sera plus simple, les légumineuses que vous retrouvez ici, et puis les autres cultures pérennes et animaux, avec les principaux aléas climatiques en fait, qu'on peut rencontrer. Donc la lecture, elle est assez simple. En fait, en bas, c'est les impacts plutôt faibles aujourd'hui et en haut, les impacts plutôt forts. Et sur l'axe horizontal, c'est l'occurrence en fait de ces événements, donc avec une fréquence faible à gauche et une fréquence forte à droite. Et donc j'ai essayé de retracer pour les principales filières les principales années, on va dire, difficiles. Alors ça peut concerner le nord de la France, le sud de la France, mais en gros c'est pour avoir un peu une image. On voit en fait que chaque année est quand même un peu exceptionnelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va s'intensifier. Donc, si on regarde la TRAC, qui est donc la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, on se rend compte en fait que ce qu'on a pu vivre en 2022, en 2024, finalement, en fait, chaque année va devenir vraiment exceptionnelle et avec des extrêmes de plus en plus importants. Donc c'est ce que vous avez représenté ici sur cette figure. À la fois, en fait, il va falloir tenir compte de cette tendance, on va dire, à la hausse qui s'intensifie dans un sens ou dans un autre, et d'événements extrêmes, comme l'a évoqué mon collègue juste avant, de plus en plus importants. Donc ici, c'est une représentation, par exemple, du réchauffement entre 2100 et puis la période climatique 1976-2005. Donc, rechercher un idéotype variétal dans un contexte local, ça va avoir peu de sens en fait. Dès aujourd'hui, on peut l'affirmer. Par contre, ce que vous réalisez avec Ubios, miser sur justement une sélection diversifiée, en fait, une sélection variétale diversifiée à l'échelle des fermes, à l'échelle des territoires, là, ça a beaucoup plus de sens parce que, en fait, on ne sait pas quels vont être, on ne peut pas prévoir quels vont être les aléas à venir demain. Et surtout, en fait, ça permettra à au moins une variété, en fait, de tirer son épingle du jeu. Donc si on regarde ce qui va se passer en termes de vulnérabilité si on ne s'adapte pas dès aujourd'hui, en fait. Donc pour les filières céréales à paille, on va avoir des impacts qui vont rester forts, ils l'étaient déjà, mais par contre une fréquence qui va s'accroître, donc des vagues par exemple de sécheresse comme ça a été évoqué précédemment, ou des précipitations importantes qui risquent d'empêcher les semis, par exemple. En ce qui concerne les légumineuses à graines, en fait, les impacts seront toujours forts et une fréquence toujours forte. Et si on regarde ce qui va se passer aussi pour les cultures de printemps ou d'été, on va être dans le même carré magique. Donc,
ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a pu voir aussi avec la présentation de Fabrice, c'est que, en fait, si on se projette sur un pas de temps long, ça donne aussi la perspective, en fait, d'imaginer quelles vont être les différentes voies possibles pour répondre à tout un ensemble d'objectifs. Donc tout à l'heure, Florian a parlé de produire produire mieux avec moins de ressources, s'adapter au changement climatique, ça va faire partie effectivement des composantes, réfléchir aussi à nos importations, nos exportations. Tout ça, c'est ce qui va être intégré finalement dans des travaux de prospective. Alors, ici, je n'ai pas fait une présentation exhaustive de toutes les prospectives. L'idée, c'était d'avoir un éclairage sur des prospectives qui se placent à un horizon et à une échelle plutôt européenne. Donc, c'est par exemple le cas du scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, un scénario qui est basé sur 100% de la production en bio et sur la polyculture élevage. Et le scénario de l'INRAE qui a essayé d'entrevoir quel pourrait être, au travers de 3 scénarios, comment on pourrait aller vers une agriculture européenne sans pesticides. Donc là, on ne parle pas d'agriculture biologique à proprement parler, même s'il n'y a pas de pesticides de synthèse, parce qu'il y a une utilisation des engrais de synthèse et encore un peu d'irrigation. Enfin bon, il y a de l'irrigation, mais ça, peu importe. Si on regarde à l'échelle France et métropolitaine en particulier, donc il y a 2 travaux que je vais citer. Donc les travaux de l'ADEME, Transition 2050, qui ont eux étudié 4 scénarios pour justement réfléchir à l'horizon 2050. Donc avec comme enjeu principal un axe sur la consommation, donc ce qui va être la grosse variable d'ajustement en fonction de ces 4 scénarios. Donc on a le S1 qui est la génération frugale, où on a une consommation de la viande qui est divisée par 3 et une part de la bio dans ce scénario qui représente 70% des surfaces agricoles. Le scénario 2 qui est sur les coopérations territoriales, où là on a une division de la consommation de la viande par 2, donc qui est remplacée, sous-entendu, par une consommation de protéines végétales, donc l'introduction de légumineuses, ou en tout cas la massification de légumineuses, et une part des surfaces en bio qui représente 50%. Le S3 technologie verte, où là on a une réduction de la viande d'un tiers à peu près, de la consommation de la viande, et des surfaces en bio à peu près 30%. Et puis le scénario S4, le pari réparateur, où là on est sur des protéines de synthèse et pas de surface en bio. Donc si on regarde en termes de scénarios un peu clés, on va dire à la fois pour répondre à l'ambition en fait de bonne qualité des eaux, d'adaptation au changement climatique. Donc là, par exemple, on vise moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans le scénario 2, là, on est à moins 50%. Donc c'est le S1 et le S2 qui remplissent le mieux le contrat. Donc avec ce levier de sobriété, quand même, malgré tout, dans les consommations, puisque ces scénarios entrevoient aussi la possibilité de réduire en fait tout ce qui va être surconsommation, que ce soit par exemple des protéines ou des sucres qu'on surconsomme aujourd'hui, et que ce soit aussi en matière de consommation de viande, puisqu'on a vu qu'elle était remplacée par, une partie est remplacée par les protéines végétales. Concilier niveau de production élevé et environnement reste un mythe. Donc ça, c'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME. Et l'agriculture biologique reste la pierre angulaire d'une alimentation durable. Et avec justement ce levier de la sobriété, ça laisse entrevoir aussi que on a de fortes aménités positives, que ce soit pour la préservation de la biodiversité, par exemple,
ou aussi sur l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement d'After 2050, qui est le scénario de notre association, donc qui a été co-construit avec nos adhérents et nos administrateurs. Donc, c'est le premier scénario en fait, qui faisait le lien entre les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires. La première version du scénario, elle est parue en 2010. Donc, à l'époque, elle a été pas forcément très très bien accueillie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres perspectives qui arrivent aux mêmes conclusions. Elle a été mise à jour en 2016 et depuis, en fait, on a édité des volets pour avoir aussi des compléments en matière de biodiversité. Donc ça, c'était en 2022. Sur les questions de forêt-bois en 2023 et sur les questions d'adaptation en 2025. Donc, en particulier, After 2050 biodiversité s'était intéressé donc à ce que pouvait apporter en fait la nature, donc ce sur quoi on pouvait s'appuyer pour justement produire et en retour quel gain pour cette biodiversité. Hop. Donc là, vous avez ici les principaux leviers qui sont mis en place dans le scénario After 2050. Donc on retrouve un peu les mêmes leviers que pour les scénarios que je vous ai présentés précédemment. En jaune, ici, sur le côté, vous avez mentionné les leviers qui ont trait plutôt à l'offre. Donc tout ce qui va être la demande alimentaire, par exemple, le régime alimentaire. Donc nous également, on part du principe qu'il y a une réduction de la consommation de viande. On est aussi sur une réduction de l'exposition aux pesticides, puisqu'on part sur des surfaces en bio de l'ordre de 70%. Donc une réduction aux pesticides de 90%. Et ensuite, les leviers activés sur les modes de production, c'est justement massifier l'agriculture biologique, introduire les légumineuses, et ensuite, c'est d'autres choses qui concernent les systèmes d'élevage et la sylviculture, donc je ne vais pas développer. Donc, on se base sur un régime plus végétal et plus bio, une réduction des engrais de synthèse au profit des légumineuses. Comme notre scénario est fortement corrélé au scénario Négawatt qui vise une sortie des énergies fossiles à l'horizon 2050, il y a une forte place aux bioénergies en fait, dans notre scénario et à l'utilisation de la biomasse pour des biomatériaux. On retrouve ici tout ce qui va être infrastructure agroécologique, forêt, couvert, agroforesterie pour séquestrer le carbone. Et une généralisation de l'agroécologie pour s'adapter au changement climatique. Donc, en diversifiant les paysages, donc en introduisant des éléments paysagers comme les haies, par exemple, des bandes fleuries, l'agroforesterie aussi à raison de 10% de la SAU. Et une diversification donc, des rotations. Donc ici, c'est la rotation actuelle, hein, le triptyque blé, colza, orge. Et ici, en fait, on retrouve l'introduction de luzerne, par exemple, donc de légumineuses, des cultures associées et des cultures qui vont être plutôt ou découverts. On mise aussi sur le choix des semences paysannes, puisqu'en fait, on se base sur une agriculture à très bas niveau d'intrants, donc à 70% en agriculture biologique. L'idée de miser sur les semences paysannes, c'est aussi pour contribuer à la diversification génétique et au maintien de cette diversité génétique, et également de préserver des savoir-faire locaux et des patrimoines biologiques, donc ici, mais aussi dans d'autres pays pour certains produits qu'on est susceptible d'importer.
Et ici, c'est juste 2 diapos qui sont issus de l'expertise collective de l'INRAE sur les régulations naturelles et qui montraient justement tout l'intérêt des mélanges variétaux. Donc avec on ne gagne pas forcément en rendement, mais comme on stabilise en fait les variabilités interannuelles, du coup c'est vraiment un gain pour les agriculteurs. De même avec les associations de culture ou les rotations diversifiées ou l'agroforesterie, où on a un gain de rendement qui est compris entre 10 et 40%. Donc ça, c'est issu de méta-analyse, ces travaux-là. Et ici, on a également une stabilisation des rendements par rapport aux variations de conditions climatiques annuelles, avec les mélanges de variétés, les associations de culture et les éléments semi-naturels dans les paysages. Donc juste pour conclure, on a vu en fait, en tout cas on va le voir, qu'il y a de la diversité génétique et spécifique dans les fermes. Donc à la COSEBI que je connais mieux, Biocer je connais moins, mais voilà, les coopératives qui participent aujourd'hui et les agriculteurs qui sont impliqués dans ce travail, en lien donc avec la recherche, le développement, où il y a un travail sur des itinéraires techniques, les trajectoires d'adaptation en lien avec ce changement climatique. La coopérative, ça constitue vraiment un levier de massification pour ces démarches de sélection variétale à l'échelle en fait, des fermes et de maintien de cette diversité génétique. Ça ne peut se faire que collectivement, en fait, cette conservation, on va dire, d'espèces ou de variétés ou de semences population, par exemple. Donc des démarches territoriales. La coopérative va être en appui aussi pour rechercher de nouveaux débouchés, donc en lien direct avec les industries, par exemple, de l'agroalimentaire, pour travailler avec eux sur l'inclusion de ces cultures mineures dans des recettes, ou le service R&D pour développer de nouveaux process de produits ou de recettes. Et bien sûr, l'importance aussi de travailler avec les semenciers pour à la fois apporter leurs compétences, on va dire, et techniques de sélection moderne, et puis l'importance d'introduire aussi des variétés modernes, tolérantes à certains bioagresseurs et adaptées au changement climatique dans ces mélanges pour justement aller vers une robustesse du système. Donc juste là, c'était quelques mots de conclusion, pour faire des semences un bien commun, renforcer cette conservation de nos ressources génétiques et des savoir-faire locaux, surtout, des personnes qui sont autour. Donc développer semences paysannes, matériel hétérogène biologique et cette sélection participative. Le fait que cette diversité génétique, elle va aussi se retrouver dans les produits issus de la transformation. Et interroger aussi tous ceux qui font de la prospective, et donc je nous inclus aussi dedans, sur le fait que c'est important aussi d'intégrer cette gouvernance autour des ressources génétiques dans les scénarios pour réussir la transition alimentaire et agricole. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc merci Caroline. Donc maintenant à vous la parole. Donc si vous avez des questions, et puis si Camille, tu peux faire le porteur de micro, s'il te plaît, pour la salle. Et je crois que j'ai vu une main levée. Non, c'était pas. Camille ici. Attends, je peux passer le mien. Merci pour cette présentation très intéressante. Vous avez parlé de nombreuses aménités, mais vous n'avez pas parlé de la santé humaine. C'est pour quelle raison ? Effectivement, c'est un oubli de ma part. Après, on ne l'avait pas forcément intégré dans un premier temps, mais aujourd'hui, on a une jeune collègue en fait, qui travaille sur cette question de la santé humaine en particulier, mais le concept de One Health dans son entièreté. Et du coup, l'objectif, c'est bien d'arriver à aussi introduire des indicateurs sur cette composante. Donc,
Sous-entendu, là, effectivement, le scénario after, on vise 70% de surface en bio et 90% de réduction de de pesticides, de synthèse, donc. Et donc ça aura quand même un impact assez important, je pense, en termes de santé. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou un commentaire? Donc, on reste au niveau de l'agence. Bonjour. J'ai toujours un problème dans ce qui est présenté sur les adaptations, sur la réduction de la consommation de viande par rapport à l'élevage. Enfin, je viens de Normandie pour la délégation de Rouen. Et moi, ça me pose un problème, parce que si on substitue la production de protéines végétales de protéines animales par la protéine végétale, alors j'entends pour les élevages hors sol, poulet, porc, etc. Mais sur le bovin, j'ai un vrai problème, parce que d'une part, ça veut dire qu'on bazarde toutes les prairies humides, qui sont des captations de carbone, et puis par rapport aux régulations des événements climatiques, on en a besoin, et on ne fera pas de la production végétale sur ces territoires-là, parce que ce ne sera pas des bons territoires pour produire de la protéine végétale. Et en plus, avec les hétérogénéités climatiques qu'on a, c'est beaucoup de légumineuses de printemps, et on sait qu'on aura des accidents culturaux importants sur un certain nombre de territoires, et la production de protéines végétales va être compliquée. On le sait, sur le sud bassin parisien, c'est très difficile. Donc, autant je comprends le côté élevage hors sol, mais sur le élevage à l'herbe, moi, ça me pose toujours un souci d'avoir cette considération, parce que derrière, il faut voir toutes les aménités positives, pour le coup, de captation de carbone des prairies humides, et de l'élevage pour l'entretenir, tous ces espaces. Je comprends tout à fait. On a souvent cette question. Alors, c'est un peu comme Florian a dit tout à l'heure, c'est le moins mais mieux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée là, c'est de réduire tout ce qui va être élevage, donc vous l'avez dit, hors sol, et puis peut-être davantage intensif. Et en fait, essayer d'aller vers des élevages plutôt de qualité, plus extensifs. Donc pourquoi pas avec des races mixtes aussi sur les élevages qui seraient maintenus. Et donc l'objectif, c'est bien de maintenir et préserver les prairies humides également. Donc voilà, on n'a pas dans le projet de détruire ces prairies humides, bien au contraire. Mais effectivement, pour arriver à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça reste quand même la variable, une des variables importantes à activer, quoi. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais ça va être peut-être un peu relocalisé à l'échelle du territoire. Et voilà. Et c'est sûr qu'il y aura 50% de bovins en moins, par contre. Voilà. Mais avec des élevages qui misent plutôt sur des races mixtes, donc mieux adaptés aussi, parce que là, de toute façon, les élevages actuels, avec les races qui sont assez fragiles, qui sont sélectionnées pour la production laitière, par exemple, uniquement, elles ne résisteront pas. Les stress thermiques seront tels qu'elles vont subir des stress énormes. Et peut-être pour supplémenter ce qui a été dit, presque la moitié de terres agricoles aujourd'hui sont déjà utilisées pour produire de la fourrage pour le bétail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retourner à des prairies pour produire des légumes. C'est pas complètement correct ce discours, je dirais. Justement, alors, pour revenir sur cette histoire de bétail, de diminution de la viande, j'ai pas bien compris dans les scénarios que vous nous avez présentés, il y avait un petit schéma avec un animal sous un toit, avec une diminution de moins 25, et puis un bœuf, diminution moins 80 ou moins 65. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai compris qu'il fallait diminuer de moins 25 l'élevage hors sol, et puis de moins 80 l'élevage en prairie. Donc, voilà, d'où mon interrogation qui rejoignait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les scénarios qui sont présentés là, que ce soit celui de l'ADEME, que ce soit... alors TIFA, eux, ils misent sur une extensification, une massification du modèle polyculture-élevage et 100% de surface en bio. Après, on est dans...
dans des scénarios qui sont assez proches, on va dire, au niveau des familles de scénarios, mais on a des hypothèses qui ne sont pas complètement identiques non plus. Il y a des variations quand même. Pour l'ADEME, on est, que ce soit sur le S1 ou S2, on est aussi sur une réduction de la consommation de viande qui est à la baisse de 50%, voire un petit peu moins quoi, pour le S2. Mais on le sait, c'est c'est une des hypothèses qui peut crisper un peu, mais les tendances sont quand même à la baisse malgré tout. On importe beaucoup de poulets aujourd'hui. Donc, en fait, il y a des dispositifs, par exemple, de soutien aux éleveurs, par exemple, donc avec des paiements pour services environnementaux, qui valorisent justement ces éleveurs qui font différemment, enfin qui considèrent leur élevage peut-être un peu différemment, qui ont un élevage plus extensif, qui valorisent ces prairies humides, qui valorisent ces prairies permanentes. Et les dispositifs sont soutenus par les agences de l'eau. Donc ces systèmes-là, c'est bien évidemment les systèmes qui sont qu'on considère comme pouvant être durables et robustes dans le temps, quoi. Voilà. Donc une question devant et une autre. Oui, bonjour à tous et merci pour les présentations. Jérôme Allais de la coopérative agricole Corab. Est-ce que dans les différents scénarios, il y a des projections économiques sur l'augmentation qui pourra s'attendre du coût de l'alimentation? Parce qu'en fait, derrière cette variabilité de climat, ces événements extrêmes, nous on le voit, on est en première ligne en fait, de l'augmentation des coûts de production, que ce soit aussi sur la semence, parce qu'on doit ressemer par exemple. Et puis, enfin bon, bref, est-ce que ça fait partie aussi des analyses? Si quelqu'un d'autre veut contribuer. Oui, n'hésitez pas. Donc, il y a eu un exercice donc en 2016, lorsqu'on a fait nos universités AFTER, il y a eu un exercice pour justement un peu chiffrer au niveau économique. C'était surtout en matière d'emploi. Mais aujourd'hui, on n'a pas été au bout de l'exercice, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on intègre davantage en fait cette composante-là au niveau même sciences sociales et économiques. Ouais. Bonjour, Geoffroy Viau, je travaille chez Biocop au service amont et je travaille plus particulièrement avec les producteurs de fruits et légumes. Et en fait, quand on parle d'agriculture biologique dans les modèles, je commence aussi à avoir un peu de mal parce qu'on peut avoir deux types d'agriculture biologique, voire plusieurs types. On peut avoir une agriculture biologique avec une matière organique dans le sol à 2%, ou des gens qui ont 20% de matière organique dans leur sol, des parcelles de 20 hectares, des parcelles de 5 hectares ou des parcelles de 50 hectares. Et donc, par rapport aux enjeux de résilience, aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie ou de lieux pour la biodiversité, on met ça un peu de façon annexe à côté. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir demain des scénarios avec une agriculture biologique à deux vitesses sur ces questions de résilience et voir comment ça pourrait se projeter en termes de scénarios d'un point de vue économique et savoir s'il y a un modèle qui est plus vertueux que l'autre? Alors, Caroline, ou si quelqu'un d'autre veut réagir? Nous, on a tenté en fait de faire ces projections paysagères, on va dire, plutôt à l'échelle des... Quand on a fait un travail de régionalisation du scénario AFTER, donc sur 4 régions, et avec cette idée, je l'ai un peu évoqué, mais j'y suis passée rapidement, mais le fait en fait d'introduire davantage d'infrastructures agroécologiques dans le paysage, puisque en fait on vise le moins 90% de réduction de pesticides, il faut qu'il y ait des auxiliaires de culture. Enfin, il faut mettre en place un paysage qui contribue en fait à favoriser les auxiliaires de culture et à les accueillir dans les parcelles.
Et pour ça, on sait qu'il faut qu'on ait des parcelles qui soient pas trop grandes. Donc le fait d'introduire ces éléments paysagers, ça va contribuer à mosaïquer un petit peu le paysage. Par contre, on n'a pas forcément, nous, imaginé deux systèmes en agriculture biologique. Après, on a des cas types qui permettent de décrire les fermes. Donc, on a des fermes qui vont être plus productives, d'autres un petit peu moins. Donc, c'est peut-être par ce biais des cas types qu'on peut justement jouer sur les deux propositions que vous faites, les deux modèles que vous faites. Mais parce que ce que j'entends dans votre question, c'est finalement l'agriculture bio industrielle, entre guillemets, ou le modèle conventionnel. Il y a des investissements quand on reprend une ferme, et ces investissements, qu'on soit en bio ou en conventionnel, généralement vont à la simplification. C'est pas le cas, c'est pas une généralité. Hein. Oui. Mais on voit qu'il y a cette tendance depuis une quarantaine d'années, même en bio. Et du coup, moi, mon interrogation, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on risque d'avoir dans les débats, dire l'agriculture biologique, c'est l'avenir, et prendre le modèle, entre guillemets, le plus intensif, et avoir aujourd'hui des questions conventionnelles, des gens qui vont vers des principes de couverture de sol, qui vont utiliser un terme régénératif qu'au départ utilisé par les anglo-saxons pour le bio. Et je me dis qu'en termes de scénario, et entre guillemets de lobbying vis-à-vis de notre politique, on risque un peu je pense qu'on aura besoin de bien identifier pour pouvoir demain argumenter face à d'autres solutions qui seront proposées. Oui. Par rapport à ça, nous, c'est vrai qu'en l'agriculture bio, on sait qu'il y a encore une marge de progrès chez les bio. Ce que vous dites, en fait, il y a ceux qui... reproduisent en fait un modèle plus conventionnel en bio et d'autres qui sont déjà très avancés. Donc pour ceux qui sont très avancés, nous on s'est appuyé sur des agriculteurs ou agricultrices qu'on met en avant dans une plateforme qui s'appelle Osae pour oser l'agroécologie. Donc on sait que ça existe en fait. Le scénario After, il est basé vraiment pas sur un scénario de rupture, c'est vraiment basé sur des fermes réelles, quoi. Et donc, on s'inspire d'eux, on les appelle les pionniers. Et ensuite, on accompagne aussi le Synabio, l'AFNA, pour faire évoluer aussi les critères de prise en compte de la biodiversité. Donc, par exemple, aller vers moins de travail du sol en parcelles bio. Par exemple, les agriculteurs de la COSEBI sont très avancés sur cette question. Le fait d'allonger, diversifier les rotations, c'est pareil. Après, la question de la taille des parcelles, on sait que c'est aussi un sujet en grande culture, en tout cas, parce que en parcelle maraîchère, c'est peut-être moins le sujet, mais en grande culture, ça reste quand même encore un enjeu d'aller rediviser des parcelles qu'on considère assez grandes pour la biodiversité, un peu trop grandes pour la biodiversité, et en termes de praticabilité pour aussi l'agriculteur, son matériel, l'adaptation à son matériel, etc. Donc, mais l'idée, c'est quand même d'aller vers une agriculture biologique de conservation. Je pense que faut arriver à trouver une voie, en fait, je pense, vers ce type de... Parce que l'agriculture régénérative, elle intègre la bio. Après, je suis d'accord avec vous, je partage, elle a été complètement dévoyée, et selon qui en parle, il y a des principes qui sont pas du tout soutenus, quoi. Mais voilà. Merci Caroline et merci tout le monde. Donc on retient la place, le rôle essentiel de l'élevage dans des systèmes plus équilibrés. Quand on prend le vocable agriculture biologique, il faut peut-être préciser ce qu'on entend derrière, et pas s'arrêter à juste parler de bio et sans préciser quel type de bio. Et puis oui, un élément aussi, on n'en a pas discuté, mais peut-être il y a le temps du déjeuner qui est assez long. Moi je pense qu'il y a aussi dans les pratiques, la place de l'irrigation est aussi importante.
Parce qu'on l'a vu sur les ressources en eau, on sent qu'on a pas mal de problèmes devant nous. Et là c'est un avis très personnel, mais je pense que l'agriculture ne peut pas se concevoir sans irrigation, surtout dans certaines zones quand on voyait que c'était tout rouge. Et du coup, il faut faire, comme tu as dit tout à l'heure, comme pour l'élevage, il faut faire moins et mieux, quoi. Et là aussi, il y a pas mal de volants. Donc on va passer à une phase de plus de transition. Donc on remercie Vincent pour la gérer, donc pour conclure cette première séquence sur comment faire face au changement climatique. Donc Vincent, à toi. Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis très content de voir du monde dans cette salle, ça fait du bien. J'ai envie tout d'abord de vous partager mes états d'âme. La vie de paysan en ce moment est dure pour les bio notamment, elle est dure pour tout le monde parce que clairement les aléas on les a. Donc d'un côté on est un peu bloqué, on ne sait pas où aller, on tâtonne, mais on sait qu'il y a des choses qui sont là et qui donnent de l'espoir. Et je veux donner tout cet espoir au fait qu'il y a du monde aujourd'hui. Donc vous êtes sensible à la thématique, ça fait du bien. Nous, si on se met en coopérative, c'est aussi pour ça, pour montrer que collectivement, on peut aussi affronter des sujets. Et aujourd'hui, on est mal à l'aise parce que on vient de voir dans la présentation juste avant que la bio devrait être un modèle. Et le contexte politique fait mal, vraiment clairement, on a du mal. Et moi, ça, en fait, je ne sais pas où me placer, j'ai du mal à trouver de la cohérence, je ne sais pas comment vous arrivez à gérer ça, mais c'est assez compliqué. Et moi, je trouve du coup une forte utilité à essayer de cheminer et cheminer collectivement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Donc là, j'ai pour rôle de faire une transition. On a vu ce qu'allait nous attendre, le travail de prospective sur le changement climatique. C'est dur, c'est une marche qui est haute. Et je vais essayer de vous mettre un focus sur l'intérêt de la semence dans ces travaux d'adaptation et également l'intérêt de la filière, même si elle est déjà un petit peu vue auparavant. La semence, déjà, nous on est paysans, la semence c'est ce qu'on met dans les champs qui nous permet derrière de dégager un revenu ou de dégager des services environnementaux, d'alimenter nos sols. Donc sans semence on n'est rien. La semence, on en est héritier, ça c'est un point très important. Je parle au nom de l'Union Biosemence, qui est un acteur majeur de la semence bio aujourd'hui. On a vraiment ça dans nos valeurs. La semence, pour nous agriculteurs bio, c'est le levier quasiment pour beaucoup de fermes en grande culture, c'est le seul intrant des systèmes. Et je vais vous montrer l'incohérence, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de travaux qui sont menés sur la bio à la sélection. C'est des choses qui nous pèsent assez fort et sur lesquelles on a envie d'avancer. Et c'est ce genre de projet qu'on a passé qui nous permet de faire des petits pas. Bien sûr, la semence, ça a une vision clairement filière. C'est une des conditions pour assurer ou sécuriser les débouchés. Ça, vraiment, c'est plutôt l'échelle coopérative. Pour la petite histoire, l'Union Biosemence, créée en 2011, a été montée parce qu'on a eu l'opportunité de racheter une station de semences. Et une station de semences, c'est des trieurs et c'est un labo. Des trieurs pour faire en sorte que la semence soit clean, pour que les adhérents puissent semer des semences de qualité et derrière faciliter la collecte et l'écoulement des débouchés. Bien sûr, la semence ça a des valeurs technologiques. Sans débouchés, on ne ferait pas ce genre de semis sur nos champs, même s'il y a une valeur très forte sur des services écologiques. Et bien sûr, la semence a toujours été un vecteur d'adaptation. La semence a accompagné l'agriculture depuis la domestication. La semence a été un des leviers essentiels à la révolution verte. Donc on attend aussi beaucoup de cette semence par rapport aux aléas climatiques. Voilà pour un petit peu la mise en contexte, notre vision de ce qu'est la semence. Maintenant, quelques éléments encore de contexte. Alors c'est un peu fouillis, mais je pense que c'est important de les avoir. Aujourd'hui, on est beaucoup d'acteurs assez diversifiés et ça sera un des objectifs quand même de la journée, c'est de se comprendre. Donc j'essaie d'apporter des éléments au moulin. Là, c'est un graphique qui vous présente les sélections bio, d'origine 100% bio. Donc, il faut avoir en tête qu'un processus de sélection, c'est à peu près une dizaine d'années. Vous avez en abscisse le temps. Donc, on a une projection sur jusqu'à 2070. Ça, c'est un schéma qui est issu d'un projet européen qui s'appelle Life Seeding. Aujourd'hui, en 2020, vous voyez qu'il y a à peine 5% de nos semences qui ont été sélectionnées dans des conditions bio.
La grande masse actuelle sur l'origine de la provenance des semences vient de l'agriculture conventionnelle et dans lequel la dernière année de la multiplication a été faite chez des agriculteurs biologiques. Et puis vous avez ici un petit carré qui présente les dérogations. Donc les dérogations, réglementairement parlant, vont être abandonnées en 2035. C'est la possibilité pour des agriculteurs bio d'acheter de la semence conventionnelle et bien sûr non traitée. Donc finalement, on part un peu d'assez loin, alors qu'on a vu juste avant que la semence c'était primordial pour la bio. Heureusement, il y a des pionniers qui ont travaillé la semence. Heureusement, il y a des acteurs qui sont motivés. Et il faut le préciser, pourquoi on ne va pas sur les schémas bio? Aujourd'hui, la bio, c'est 10% des assolements. La bio, c'est une quête d'autonomie. Donc finalement, les agriculteurs ne vont pas acheter beaucoup de semences. Donc ce n'est pas un marché porteur pour les obtenteurs. Donc moi, merci à ceux qui sont déjà en train de flécher une sélection bio, parce que c'est un marché, c'est un modèle économique qui est compliqué. Juste un petit point de référence sur notre catalogue UBS pour vous donner l'importance de la diversité dans nos systèmes. Nos fermes, c'est entre 10 et 25 espèces. Pas tous à destination débouchés alimentation, ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des services écosystémiques ou d'autres recherches d'intérêt support pour nos systèmes. Et le catalogue UBS, il est aujourd'hui avec une quinzaine d'espèces qui est en train de se développer avec des légumineuses fourragères et ça représente une cinquantaine de variétés. Et nous, notre catalogue représente à peine 10% de travaux qui ont été faits 100% en bio sur la semence certifiée. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment important. On est des acteurs différents dans cette filière alimentaire. Gardez bien en mémoire que la sélection, c'est un temps long. Et quand on voit les travaux de prospective, ce qui nous arrive à 2050, ben, on devrait déjà le travailler aujourd'hui sur la sélection pour avoir la possibilité de s'adapter. Encore un petit point pour vous dire qu'on est déjà dans le dur. Faut vraiment voir les choses en face. Et c'est quelque chose qui éveille en moi pas mal de craintes, de doutes. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive aussi à les partager, ces doutes. L'objectif, c'est qu'on se passe la parole, qu'on se questionne et qu'on partage un petit peu nos doutes, et c'est ce que j'espère. Donc là, juste un schéma pour dire qu'on est déjà dans un monde fluctuant. 2024, donc vous avez représenté ici l'ensemble des récoltes en collecte de blé bio. Vous voyez que 2023, c'est la récolte la plus élevée et on fait diviser quasiment par 2 dans les prévisionnels pour la récolte 2024. Les facteurs explicatifs, c'est le climat, une saison catastrophique en termes d'humidité, mais pas que. Ici, on peut voir aussi d'autres facteurs, des facteurs socio-économiques. Depuis quelques années, vous allez avoir des courbes qui s'inversent. Ici, c'est les besoins des meuniers, ici, c'est la collecte. À partir de là, ça veut dire que le marché est en excédent, donc les prix ont baissé, donc les agriculteurs vont moins semer de blé. Et à ça, je rajouterais, la hausse ces dernières années est fortement liée à l'arrivée de nouvelles conversions, donc il y a des facteurs politiques aussi. La politique a fortement engagé vers des conversions sans réfléchir la possibilité d'atteindre des filières ou d'accompagner l'ensemble de l'évolution par des filières. Ça, moi, ça me questionne parce que nous, on est des organismes de collecte, on est impliqués dans les filières, on a investi pour faire face à cette croissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des magasins qui ne mettent plus de références bio. Politiquement, on a du mal à s'y retrouver. Et je pense qu'il y a une forte attente à cette journée, c'est de se partager ces éléments-là et que chacun prenne aussi un petit peu sa part dans le travail. Donc ça, c'est un petit peu la question, c'est comment on va faire pour survivre en plus du changement climatique, et ça questionne exactement aussi l'aval, c'est comment sécuriser un approvisionnement. Donc très rapidement, on a eu la chance de porter un projet de recherche grâce donc, à l'Agence de l'eau. Ce projet-là, je vous laisse le lire, mais on s'est focalisé sur l'adaptation des semences à la bio et au changement climatique. Et donc vous allez voir aujourd'hui, par la suite, les différentes séquences. On a exploré 2 voies. Une voie, on va dire, schéma classique, mais un schéma dans lequel vraiment on porte le bio pour le bio. Un autre schéma de sélection où on va favoriser la diversité génétique, un schéma un petit peu plus nouveau. Ces 2 schémas-là vont être présentés donc dans les 2 séquences. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on a beau travailler avec les obtenteurs très en amont, il ne se passera rien si l'aval n'est pas intégré à la réflexion. D'où notre volonté aujourd'hui de se dire qu'il y a absolument besoin de réfléchir dès le départ à comment on absorbe ça dans une filière, comment le changement climatique occasionne des changements et comment chacun prend sa part des difficultés.
Et je crois que c'est ça qui me fait un petit peu la transition, c'est que vous allez donc voir toute la journée les différentes séquences, donc pour chacun des points que j'ai notés. Pour chacune des séquences, comment ça va se passer, le déroulé. Vous allez avoir un intervenant qui va vous présenter une petite phase de contexte très rapide. Ensuite, 2 ou 3 interventions très pratiques, qu'on espère assez claires, pour que tout le monde puisse s'imprégner de situations. Et après, du débat. Et je pense que c'est vraiment ce côté débat qui nous importe aujourd'hui pour avancer. Donc sur chacune des séquences, ça se passera comme ça. Donc ce matin, on va faire la séquence 2, là, juste après. Et puis cet après-midi, la séquence 3 et 4. Et pour finir, j'aimerais bien, parce que c'est important, on est nombreux, et je suis vraiment très content qu'on soit nombreux, c'est aussi important de savoir qui est en face de nous. Si on a l'occasion de chacun lever la main pour l'acteur que vous représentez, ça serait sympa, comme ça on regarde un peu les proportions qu'il y a dans la salle. Donc je vais demander aux personnes qui sont impliquées, soit dans la production, donc agriculteurs, dans les coopératives, etc., de lever la main. On aura le droit de lever plusieurs fois la main pour voir un petit peu les proportions. Merci. Les acteurs de la semence, j'y intègre aussi la recherche peut-être un peu plus globale, l'interprofession. Donc moi, je me considère aussi dedans. C'est peut-être plus important que le premier. Les acteurs de l'aval, de la transformation, de la distribution, on est peut-être tous consommateurs, mais c'est plus léger. Merci. Les acteurs du conseil et développement, très global, bio, pas bio. C'est assez représenté, merci. Et enfin, les institutions, financeurs, politiques. Alors là, peut-être qu'on n'avait pas un carnet d'adresses suffisamment bien rempli aussi. Mais voilà, qu'on peut rien faire aussi sans vous. Donc j'espère aussi, c'est ça l'importance de la captation vidéo, c'est que ça puisse aussi être partagé. Aujourd'hui, peut-être que des gens avaient envie de venir, mais ils ne sont pas là. Donc on espère que ça sera relayé à droite et à gauche. Et bien allons-y. Merci beaucoup d'être là et puis bons échanges à vous.